Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment la pandémie a modifié nos nuits? La nuit s'est ouverte à tous depuis longtemps. De confinement en couvre-feu, elle s'est pourtant rétrécie, endormie, dépolitisée. Alors comment raconter cette nuit? Comment la réhabiliter? Comment la rouvrir aussi à d'autres champs des possibles? Et puis peut-être comment d'abord l'étudier? C'est l'objet depuis quelques années des Night Studies, auxquels le géographe Luc Wiaginski, notre invité, consacre un livre, Night Studies, regard croisé sur les nouveaux visages de la nuit, qui paraît chez Elia Éditions. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. 6 mois sous couvre-feu. Comment définir ces nuits pandémiques? Quelle est leur particularité? Quelle est leur singularité? Mais d'abord, c'est la sidération. C'est-à-dire, jamais j'aurais cru pouvoir vivre dans un pays sous couvre-feu. Quand tu parlais de la nuit il y a quelques années, je parlais du couvre-feu. Je disais toujours que la première liberté qui était supprimée en cas de crise, c'était celle de circuler la nuit. Mais je le disais pour des ailleurs ou des avant. Mais je ne pensais jamais pouvoir vivre dans un pays sous cette contrainte-là. En temps de paix, en tout cas. En temps de paix. Alors après, il y a une rhétorique de guerre qu'on connaît bien, qui s'est installée, et le couvre-feu, qui renvoie quand même à des périodes sombres de notre histoire, est effectivement un élément de cette rhétorique. Donc comment vivre et qu'est-ce que ça nous dit d'une certaine façon de la société dans laquelle on est. D'abord, première chose, on a vécu avant le couvre-feu en confinement, et le confinement, c'était une espèce de nuit en plein jour. Ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'on avait un archipel, la ville comme un archipel, ou les territoires comme des archipels. Quelques personnes qui passaient d'un îlot de la ville à l'autre, les îlots étant les appartements, et puis le vide. Le vide est d'un espace à faible densité. Donc ça me semble être un élément intéressant. Il me semble aussi qu'on a pris conscience de ce temps de la nuit et de son importance, puisqu'on nous l'a supprimé, on nous l'a interdit, et c'est vrai que c'était un temps qui était une espèce de dimension oubliée de la ville, comme si on fonctionnait 16 heures sur 24, et on ne s'intéressait pas à ce temps-là, et d'une certaine façon, ça nous a donné envie de réinvestir ce temps-là. C'est une pandémie et surtout des mesures de confinement qui ont touché très fortement la nuit. C'est la nuit qui a été la première touchée, notamment les discothèques, dès mars. Et ça sera sans doute, moi j'ai toujours prévu que ça serait les dernières à ouvrir, et c'est effectivement le cas. Donc des acteurs qui sont très touchés, des acteurs qui sont essentiels, puisque la ville, les territoires, la ville c'est un lieu de maximisation des interactions. Donc c'est un lieu de rencontre. Et ces gens auxquels on ne faisait pas attention, l'espace public, les terrasses, les restaurants, les bars, enfin tout ce qui constitue finalement ce temps-là, on s'est rendu compte que c'était très important. On est dans une espèce de film d'anticipation. Je traversais ce matin Toulouse, je retraverserai ce soir. Je fais quelques traversées de ville la nuit. On a l'impression d'être dans le pire des scénarios possibles. Donc il y a un impact très fort, économique, social, en termes d'imaginaire aussi. Et puis il y a la possibilité aussi d'un rebond. C'est-à-dire, ça c'est toujours le paradoxe, la nuit elle est ambiguë. Elle peut être noire et blanche à la fois, c'est comme ça que la définissent les cruciverbistes. Ce qui est intéressant, c'est que cette tension, ces pressions sur la nuit ont entraîné d'une certaine façon sa mobilisation. Les acteurs se sont mis en dialogue les uns avec les autres, commencé à travailler ensemble, à essayer de sauver leur peau dans un premier temps. Puis ensuite, j'ai eu la chance de travailler dans le cadre de la plateforme de la vie nocturne sur des villes, avec des acteurs économiques, acteurs culturels, privés, mais publics aussi. Ce que vous dites, c'est que le reste du temps, ce n'est pas un monde très solidaire, c'est un monde assez individualiste, celui de la nuit. Pas plus. Je pense que la nuit, c'est une caricature du jour. Donc, soit on est plus inséré, soit on est plus exclu. Pensez au SDF. Et c'est vrai que les tensions, c'est aussi un univers où, de temps en temps, on est obligé de se rassembler un peu comme au milieu rural pour des questions de solidarité. On a une faible densité, il y a de l'éloignement, il y a des moments. Mais on constate quand même que c'était des milieux, parce qu'il y en a plusieurs dans la nuit, c'est évidemment pluriel, qui ont été amenés là à collaborer, les gros établissements, les petits établissements, les pouvoirs publics, et tout ça, c'est organisé pour adapter la réponse. Donc il y a des choses qui ont été faites en ligne, pour prêter des bâtiments, mais aussi pour imaginer demain.
Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que c'est la première fois que je vois chez les acteurs de la nuit cette volonté de dépasser simplement la survie pour penser à des nuits, par exemple, plus éthiques, plus durables. Entendre chez des organisateurs de soirées le fait de dire, en fait, un DJ qui vient de l'autre côté de la planète pour une nuit, plus jamais, plus jamais. Et qui commencent à réfléchir comme des géographes. Tiens, on devrait construire des écosystèmes nocturnes à l'échelle du quartier. J'allais dire la ville du quart d'heure, hein, mais nocturne. Et puis à l'échelle de la métropole. J'avais l'impression de relire des travaux de collègues d'il y a quelques années. Donc là, ça, je trouve que c'est intéressant. Et puis ça valide aussi... Des travaux qui prenaient sens, oui, c'est ça, tout à coup, oui, avec l'évolution. Ça prend sens avec ce temps particulier et puis cette sidération et cet impact. Ouais. Et ce qui est intéressant avec ce couvre-feu, c'est que pour la première fois, ou en tout cas, a été clairement établi, assumé par l'exécutif, une fracture, une division entre le jour et la nuit. Hein. Plus rien ne s'oppose à la nuit, ça c'est Bachung qui le chante. C'est aussi ce qu'écrit Delphine de Vigan. Bien si, le jour, hein, là pour le coup, on les oppose toujours et cette fracture entre le jour et la nuit, elle a été clairement établie par ce couvre-feu. Oui, mais c'est une fracture qui existe. Hein. Le pouvoir cherche à contrôler la nuit, et la nuit, elle fait peur. La nuit, elle a été oubliée, mais on a toujours cherché à la contrôler et à avoir le pouvoir sur elle, parce qu'elle est... d'abord, il n'y a pas de lumière, donc on perd la plupart de notre perception. Ensuite, c'est le temps des complots. C'est le temps aussi, c'est un temps politique. C'est un temps où, d'une certaine façon... on invente demain, on refait le monde la nuit, c'est la nuit qu'on refait le monde. Donc les politiques ont toujours cherché à contrôler ça, mais là ils l'ont fait sur des mesures dites sanitaires. Et ils l'ont fait d'en haut. Or ces mesures sanitaires, les seules études qu'on ait, il y a une étude du CHU de Toulouse qui montre que le couvre-feu, ça a précipité les personnes dans les transports, dans les magasins avant le couvre-feu. Donc ça aurait eu peut-être plutôt tendance à favoriser la contamination d'une certaine façon. Et puis on amène les gens vers l'intérieur. Et les gens, d'une certaine façon... Oui, mais pas à plusieurs. Et c'est quand même là où la mesure a été choisie et probablement efficace aussi. On a besoin d'éléments, mais en tout cas, ce qui a été mis en avant... Oui, parce que ce qui s'est arrêté avec le couvre-feu, c'est quand même pas que les discothèques. C'est, vous le dites aussi plus largement, une sociabilité. C'est aussi cette sociabilité de la culture, hein, celle des théâtres, celle des opéras. C'est aussi les restaurants, les bars et les discothèques qui ont fermé. C'est les dîners en ville, c'est l'alcool festif. C'est tout ça aussi qui, avec le couvre-feu, a été suspendu. En revanche, c'est quand même intéressant de voir que le travail de nuit a majoritairement, lui, fait l'objet d'une dérogation. Il a pu être maintenu, le travail de nuit. Alors que normalement, la nuit paraît être un temps à part, en tout cas, sur ce sujet-là. Elle a été longtemps un temps à part. Il y avait des lois particulières, on était protégés de façon particulière. Voilà, la nuit comme le dimanche. Ouais. Entrez chez vous, il y avait cette idée-là. Mais c'est vrai qu'avant le confinement et le couvre-feu, on avait assisté ces dernières années à une progression du travail de nuit. Mais pour nous permettre aussi de vivre en plein jour. Mais on voit que le gouvernement était dans quelque chose qui n'était pas du domaine de la confiance, qui n'avait pas au niveau national une reconnaissance de toutes les dynamiques qui sont créées au niveau local. Parce qu'au niveau local, aujourd'hui, il y a des conseils de la nuit, il y a l'équivalent de maires de nuit, c'est-à-dire des écosystèmes dans lesquels des acteurs publics, privés discutent de l'état de ce territoire, en matière d'infrastructure, en matière de sécurité, en matière de social, en matière d'environnement. Voilà, et ça produit des choses, des premières politiques de la nuit, et c'est des éléments intéressants. On a l'impression qu'au niveau national, cette sensibilité-là et cette approche transversale, elle n'est pas présente. En France, on n'a pas manifesté beaucoup contre ce couvre-feu, ou très peu. La fermeture de cet espace, cette assignation à résidence la nuit, elle a assez peu mobilisé. Comment vous l'expliquez ? Je l'explique d'une certaine façon par des priorités qui ont été mises en avant, la question sanitaire, la question ensuite du travail, la poursuite du travail, et puis cette image toujours négative de la nuit. Et je pense que dans les choix qui ont été faits, il y avait une dimension morale assez forte. Et effectivement, là, il y a eu un choix du gouvernement sur la nuit. Mais moi, je pense que c'est une méconnaissance. Quand on a aujourd'hui la nuit, simplement la question festive, mais évidemment, la nuit, c'est pas que le festif, c'est plusieurs milliards d'euros, 2,5, 3, enfin voilà, et puis c'est 100 000 personnes.
Donc 100 000 personnes, c'est pas rien en termes d'économie, d'emploi et du fonctionnement. Et on a aujourd'hui à peu près 16,5% des travailleurs qui sont amenés à travailler la nuit. Et je ne parle pas des travailleurs indépendants. 16,5%, c'est pas rien. Mais vous parlez de la nuit comme d'un espace politique. C'est peut-être ça qui est aussi intéressant à souligner. Le jour, on conteste. La nuit, on transgresse. Moi, c'est vrai que même avant le Covid, c'était vraiment des nuits qui étaient déjà très très chargées. C'était quelque chose qu'on attendait vraiment toute la semaine et on sortait toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a une soirée. Et puis la nuit, les gens ont le temps de parler, quoi. Les gens ont le temps il n'y a plus de timing, il n'y a plus rien, il n'y a pas de téléphone qui sonne. On a tous la même vie, hein. On a tous une vie de con un peu, assis dans des bureaux. C'est un moment de défoulement, de week-end, d'abandon. C'est le monde où on est nous-mêmes, où on parle, on rencontre des gens et on fait ce qu'on veut quand on veut, être dans l'état qu'on veut, avec les personnes qu'on veut. C'est ça la vraie vie. Et depuis septembre, par rapport à mes nuits sont devenues beaucoup plus intenses et beaucoup plus extrêmes que tout ce que ça avait été avant le Covid et encore a fortiori pendant le premier Covid. Déjà, je pense moi j'ai beaucoup dédramatisé un petit peu le Covid, alors à tort ou à raison. Et je me suis retrouvé dans des appartements à 30-40 personnes jusqu'au petit matin à faire la fête, à écouter de la musique, à danser, à avoir une proximité qui est exactement celle des clubs, voire pire parce que moins bien aérée. Et on se quitte le dimanche soir quand il faut aller bosser sans avoir dormi pendant 3 jours. Et on attend avec le même groupe, en passant d'appart en appart, de groupe en groupe. Là, on découvre une façon de faire la fête sans aucune sortie extérieure. Voilà, l'émission Les Pieds sur Terre que vous retrouverez à 13h30 sur France Culture consacre 4 épisodes à cette nuit sous couvre-feu. Voici un extrait d'un des premiers reportages diffusés. Et puis tout à l'heure suivra le 3e épisode, La nuit, la route avec les camionneurs. Voilà pour cette expression aussi quant à la nuit et à sa contestation, la transgression, c'est-à-dire quand même décider d'y aller malgré les injonctions et les réglementations en la matière, Luc Biesinski. Oui, c'est intéressant de voir que d'une certaine façon, la nuit avant le Covid, c'était une nuit qui était en train de se banaliser, c'était une approche économique, il y avait des phénomènes de sécurisation, de contrôle, enfin il y avait une espèce d'offre, on parlait d'offre, de marketing de la nuit et ainsi de suite. Donc il y avait une forme de banalisation et de crispation aussi sur cette offre, avec des tensions entre la ville qui dort, qui travaille, qui s'amuse. Et là, c'est très étrange, il y a cet impact sur l'économie, les acteurs de la nuit, et en même temps, cette nuit-là, elle reprend une dimension clandestine, sulfureuse, qui est très importante. Si le pouvoir essaie de la contrôler, c'est qu'il s'y passe quelque chose. C'est ceux qui connaissaient, qui vivaient la nuit. C'est souvent des sociétés, je pense à la Movida en Espagne, pas la Movida économique, mais celle des acteurs, des créatifs, des gens de cinéma à l'époque de Franco. C'était la nuit. Donc c'est souvent la nuit que je réinvente. Là, dans le témoignage, ce qui était intéressant, c'est le besoin d'un rythme. C'est-à-dire cette saturation en journée, le besoin d'un rythme, le besoin d'un lâcher-prise aussi, besoin d'une intensité. Et en étant privé de la nuit, on est privé aussi de cette intime estime et cette possibilité de rencontrer l'autre, pas simplement par des algorithmes de la Silicon Valley. Alors justement, vous plaidez, vous parlez d'abord d'une stratégie d'isolement et de territorialisation, et vous plaidez pour contrer cela, pour une politique des rythmes. Qu'est-ce que ça implique, une politique des rythmes ? Il s'agit en fait, première chose, c'est de réfléchir la ville pas simplement comme un espace, mais de réfléchir la ville en termes de temps, de temporalité. Et deuxième élément, c'est au-delà des temporalités, et la notion de rythme qu'on prend en compte, c'est le rythme comme une manière de fluer, en fait. Et c'est de se dire que ce territoire de la nuit, c'est une espèce de forme, un agencement qui se transforme avec de nouveaux acteurs à un moment donné, ces mutations, et puis qui va s'éteindre, puis il y en a d'autres. Donc on doit, d'un point de vue gouvernance ou d'un point de vue politique, réfléchir à ces outils d'observation de ce qui se joue là, la nuit, le jour, la semaine, les saisons, à la fois dans l'observation de la ville, mais aussi dans la production de la ville. Et ça nous renvoie vers des politiques temporelles, ça nous renvoie vers des approches aussi sensibles de la question urbaine. C'est ce que nous amène la nuit aussi.
À réfléchir à tout ça. Les Night Studies, vous en êtes un des pionniers, Luc Kwiatkowski, ici en France. On y revient ensemble jusqu'à 13h30 à l'occasion de la parution chez Elia Éditions de votre ouvrage collectif Night Studies, regard croisé sur les nouveaux visages de la nuit. France Culture, il est 13h12. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Les Night Studies, depuis quand est-ce qu'on étudie la nuit, Luc Kwiatkowski ? On va dire qu'on l'a toujours étudié. En tout cas, en ce qui me concerne, moi j'ai découvert ce chantier de la nuit dans les années 90. C'est-à-dire je m'intéressais aux mobilités dans les villes et je m'étais rendu compte que d'une certaine façon, on n'allait pas en ligne droite dans une ville d'un point A à un point B. Et puis surtout que ces changements de parcours dans la ville n'étaient pas les mêmes de jour que de nuit. Donc je me suis intéressé à cette approche temporelle, et c'est la géographie du temps qui était développée en Scandinavie. Et là, il y avait quelque chose, une espèce de terra incognita, une tache blanche. Il y avait quelques travaux ethnographiques, il y avait quelques réflexions sociologiques, vraiment pas grand-chose. Il y avait Richard Boringer qui régnait sur les ondes à l'époque et dans les librairies. Donc c'est beau une ville la nuit. Et moi, j'étais fasciné. Vous savez, quand on est géographe, on est né trop tard. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de terra incognita. Et là, moi, je trouvais là un espace, une terre à explorer et à essayer de réfléchir, en tout cas de là où j'étais, où je suis encore, c'est-à-dire la géographie. Et petit à petit, donc moi j'ai essayé d'en faire un objet de recherche. Je l'ai fait d'un point de vue statistique, en essayant de regarder où se passaient les choses, quand est-ce qu'elles se passent. Et j'ai constaté qu'il y avait une espèce de front, qu'il y avait une colonisation de la ville la nuit. Que petit à petit, lié aux technologies, lié à la lumière, lié aux nouveaux modes de vie, la nuit était réduite dans nos métropoles à 3 heures au cœur de la métropole. Donc ça devient un espace-temps très réduit, et que sur cette ligne de front, cette frontière au sens américain du terme, il y avait des conflits. Conflits entre la ville qui dort, puisqu'on est des animaux diurnes, normalement on dort la nuit, et puis ceux qui avançaient, avec un phénomène un peu de diurnisation. C'est-à-dire qu'on passait, disons, d'une ville de garde au by night qui était 19e, début 20e, et là on passait vers une diurnisation avec de plus en plus d'activités qui se développaient. Donc voilà, moi j'ai engagé cette réflexion-là, et petit à petit, dans mes approches, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la nuit, elle nous enveloppe. Donc ce qui était intéressant dans la nuit, c'était de pouvoir aller y réfléchir et l'éprouver. Je pense que la ville, ça s'éprouve, et la nuit, c'est un moment. Donc, j'ai commencé à traverser des villes, et là, avec des architectes, des urbanistes, des artistes, et là, j'ai entendu parler d'autres approches. Des artistes qui traversaient des villes de nuit, et puis petit à petit, j'ai entendu parler d'ethnos qui réfléchissaient. Et puis, il y a eu tout ce travail lié notamment à la pollution lumineuse, puisqu'on a mis en valeur nos villes. On n'était pas simplement sur des questions de sécurité, on a commencé à illuminer des bâtiments. Donc cette lumière, elle se diffuse, et quand vous regardez maintenant la Terre d'en haut, ça ressemble à une gigantesque métastase. Et Michel Serres avait parlé de sombrière. Il disait que les villes cloutaient la terre, et non plus les étoiles, et qu'entre ces villes et ces métastases, il y avait encore quelques sombrières, des endroits où on pouvait voir les étoiles. Donc les astronomes ont commencé à réfléchir à ça, puis des acteurs territoriaux, et côté Grande-Bretagne, d'autres ont commencé à réfléchir là-dessus, c'était dans les années Thatcher et autres, la reconversion des villes autour de ce qu'ils appellent nighttime economy. C'est-à-dire comment on peut repenser le développement des villes en partant de la nuit, et notamment des centres-villes. Et ils ont commencé à regarder ça, plus des acteurs qui sont plus sur les grandes données, sur les représentations, qui ont commencé à essayer de représenter cette nuit, où est-ce que c'est, comment ces cartographies dynamiques. Et aujourd'hui, quelque chose qui converge, c'est de ça dont on parle un petit peu dans cet ouvrage, c'est-à-dire qu'on est sur des réflexions internationales. Ce n'est pas une question franco-française. Donc évidemment, je parlais tout à l'heure des maires de nuit. Il y en a une 50aine aujourd'hui dans le monde. Il y en a à Londres, il y en a à New York. On a vu que des scientifiques ont été associés aussi à des diagnostics. Parce que quand on veut travailler sur la nuit, il faut pouvoir passer outre la nuit des données.
Donc il faut qu'on partage des données, combien il y a de policiers de nuit, ou est-ce qu'il y a vraiment des violences ou pas, quelles sont les pratiques la nuit, est-ce qu'il faut, question éthique, mettre en équation la nuit ou la laisser comme ça. Donc on a vu que toutes les disciplines ont commencé à converger. Et comme il y a eu un tournant dans la recherche sur les études de mobilité, par exemple, nous, on pense qu'il y a, avec Willstrow, Marco Maggioni et d'autres, on a l'impression qu'émerge ce champ des études nocturnes. Et champ pluridisciplinaire, oui. Ce que vous montrez aussi à travers cet ouvrage collectif, avec ces regards croisés, parce que les historiens, vous l'évoquez, se sont intéressés à la nuit, les urbanistes, les biologistes, bien sûr, sur nos rythmes, les ethnologues, aujourd'hui des géographes comme vous, et peut-être aussi des philosophes, autant de regards croisés sur la nuit, ce qui nous pousse vers la nuit malgré le noir. On va écouter les mots de Michael Fossel, auteur de La nuit, vivre sans témoin. La nuit, elle est habitable parce qu'elle est un monde. Elle n'est pas nécessairement l'absence de monde, elle n'est pas nécessairement liée à cette angoisse que non seulement nous pouvons expérimenter dans certaines expériences d'insomnie, mais aussi que le mot nuit souvent évoque avec toute sa charge sémantique un peu ténébreuse, c'est le cas de le dire. Et j'ai voulu essayer de montrer comme ça par touche que il y a dans la nuit non seulement des possibilités d'expérimenter ce que le jour ne permet pas, mais aussi des possibilités de penser et je dirais même de voir, paradoxalement, des choses ou des lumières que le jour masque. La nuit, évidemment, elle marque l'entrée de l'obscurité, non seulement dans le spectacle que nous voyons, mais même dans notre corps, qui lui-même devient en quelque sorte invisible, en tout cas qu'il est plus difficile de repérer. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté, c'est le sous-titre de ce livre, Vivre sans témoin, sur le fait que ce qui nous pousse à la nuit, malgré justement ce qu'elle peut représenter par ailleurs d'angoissant ou de dangereux, ce qui nous pousse à aller malgré tout à la nuit, c'est le fait que nous pouvons y voir sans être vus, sans être reconnus. Et cette absence de témoin, ce qui ne veut pas d'ailleurs dire solitude, ce qui veut dire absence de jugement moral ou absence, d'où le brigand d'ailleurs, absence de possibilité de témoigner de ce que nous voyons parce que nous ne sommes pas sûrs de l'avoir vu, d'où le caractère équivoque des témoignages nocturnes, me paraît être l'une des clés de l'attirance pour la nuit et en particulier de ces variations ou de ces altérations nocturnes. Voilà, les variations. Et cette idée que vous évoquez aussi, Luc Wiesinski, de cette nuit habitable. Pourquoi ? Comment est-ce qu'on habite la nuit ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait l'habiter ? Oui, pourquoi ? En tout cas, on voit bien là avec le témoignage d'un philosophe l'importance d'une approche pluridisciplinaire. Et c'est vrai que ça doit faire l'objet d'un débat, en fait, cette question d'habiter la nuit. Après, il y a habiter d'un point de vue personnel, c'est ce choix qu'on fait. Mais si on est dans une réflexion plus politique, est-ce qu'on veut des villes qui fonctionnent 24 heures sur 24, qui sont tellement hybridées que ça devient des non-jours ? C'est pas de la nuit, c'est pas du jour, c'est un non-jour, donc une espèce d'espace-temps un petit peu artificiel qui nous met sous pression. Est-ce qu'on veut retrouver la maîtrise ? C'est un peu ce qui arrive aujourd'hui dans la réflexion sur la nuit, avec d'un côté celles et ceux qui veulent retrouver une animation peut-être plus soutenable, plus éthique, et puis ceux qui ont retrouvé pendant le confinement du temps, du calme, et il y a cette notion d'arbitrage un petit peu entre les deux. Donc l'idée de cohabiter, elle est importante, et elle est possible parce qu'en fait, c'est un sujet, la nuit, qui appartient à tout le monde et à personne. Tout le monde a quelque chose à dire de la nuit. Si vous parlez d'économie, on n'osera pas trop, de social, on n'est pas toujours des spécialistes. La nuit, on a tous quelque chose à dire. Ça nous renvoie souvent vers l'enfance, ça nous renvoie parfois vers la nostalgie, vers des questions d'insécurité ou vers des questions de liberté. Donc c'est clairement une question politique. C'est encore de la compétence de tout le monde et de personne. Il n'y a pas un conseil général, une région ou un départemental, une région ou une ville, donc ce serait la compétence. C'est tout le monde, public. Ça oblige à réfléchir de façon globale. L'économie, le social, l'environnement, et ça c'est une notion importante. Et puis ça ouvre à une réflexion de cohabitation avec le vivant et pas simplement avec l'humain. Quand on parle de pollution lumineuse, évidemment, ça a des questions, ça pose des problèmes en termes de consommation d'énergie, mais aussi de cohabitation avec les oiseaux, avec les insectes, avec les plantes qui sont transformées quand on éclaire les villes la nuit. Donc là, il y a cette dimension qui me semble très importante, mais il faut construire les conditions d'un débat et réfléchir en termes de pensée nuitale.
C'est-à-dire, je trouve que la nuit, ce qu'elle nous amène, c'est de dépasser ou bien on ouvre tout, ou bien on ferme tout. Ouvrir tout, on l'a fait, c'est-à-dire qu'on voit bien que ces dernières années, il y a eu une conquête de la nuit parce qu'on a ouvert le travail de nuit, on a ouvert les commerces, et donc là maintenant, il faut construire les plateformes pour qu'on puisse en discuter. Ça se fait au niveau local, ça ne se fait pas au national où la nuit n'est pas encore à l'agenda des politiques publiques. C'est aussi ça que le mouvement Nuit debout a aussi apporté comme nouvel éclairage sur la nuit. Et vous avez travaillé aussi sur Nuit debout. C'est peut-être une manière de repenser ce temps et la forme de ce débat citoyen. Oui, très, très, très intéressant Nuit debout, puisqu'on redonnait une dimension politique à la nuit. Moi, on me téléphonait de différents endroits en France en disant tu dois être très heureux, Luc. Il se met en place quelque chose qui est dans l'espace public, in situ, où on repart de la base, la question de la monnaie, de manger, des choses concrètes qu'on se repose ensemble à une échelle micro, et on le fait de nuit. À un moment où, effectivement, il y a moins le regard, où l'échange est peut-être plus facile, pas toujours. Mais c'est vrai que cette dimension politique, Nuit debout, là, c'est presque marketing. D'ailleurs, ça a été repris par le marketing, cette notion de Nuit debout. Mais la nuit, elle est aussi devenue un support pour des combats. Sur, par exemple, le climat, on éteint des quartiers, on éteint la Tour Eiffel aussi. Ou quand on fait, par exemple, on rend hommage à quelqu'un, un pays, quand il y a un attentat. C'est aussi pendant ce temps de la nuit qu'on va éclairer avec un drapeau pour rendre hommage. Il y a quelque chose, la nuit, elle sert de support, elle n'est pas qu'un marché, elle est un temps du politique et, me semble-t-il, un temps de la créativité. Et de la citoyenneté, créativité et citoyenneté. Oui, avec l'idée de droit ouais. à la ville, au sens de Lefebvre, mais aussi de droit à la nuit. Voilà, c'est en cela qu'il y a cette pensée nuitale et cette ambiguïté. Est-ce qu'on va renouer avec la nuit ? Est-ce qu'on va renouer aussi avec la fête ? Je vous propose d'écouter les mots de l'écrivaine romancière Leïla Slimani. Et moi, à 17 ans, franchement, j'étais parfois très irresponsable. Je pensais d'abord que, comme beaucoup de gens de 17 ans, je pensais que rien ne pouvait m'arriver. Je pensais que les choses étaient sans conséquence. J'avais une forme d'insouciance. Vous savez, quand vous prenez des risques, et vous ne mesurez pas le risque que vous prenez. C'est aussi ça, être jeune. Alors après, quand vous vous en sortez, ça vous conforte dans vos certitudes. Et malheureusement, parfois, c'est pas le cas. Donc, j'ai surtout repensé à ça. Et ce qui m'a intéressée, c'est toute cette idée autour de la fête. C'est qu'on ne s'était pas, avant le confinement, peut-être rendu compte à quel point la fête fait totalement partie de notre vie. C'est-à-dire qu'on fête plein de choses tout le temps. On fête un anniversaire, on fête une promotion, on va au restaurant et tout. Et que d'un coup, vous enlevez ça, c'est vous enlevez un espace de décompensation et un espace aussi de réunion qui est absolument fondamental. Et je raconte dans le texte que, par exemple, Kamel Daoud m'avait raconté une chose incroyable. Il m'a dit que c'est pendant la décennie noire en Algérie qu'il a fait les plus belles fêtes de sa vie. Il m'a dit pourtant, j'ai vu des choses atroces et moi je sais que Kamel a vu vraiment des charniers, des choses horribles. Et il dit on souffrait tellement qu'on avait un besoin complètement dingue de faire la fête. Donc ce que je voulais mettre en lumière, c'est cette espèce pas de paradoxe, mais le fait que plus on est dans une situation terrible, et paradoxalement, plus on a envie de faire la fête. Là, on en revient à la nuit comme espace de transgression et espace de liberté. À quoi vont ressembler nos nuits, les nuits d'après la pandémie, d'après vous, Luc Wierzyński? Est-ce que vous pensez qu'on va vers une sorte de retour des nuits folles, comme certains prédisent, un retour aux années folles, un espace de créativité renouvelée, dynamique aussi? Ou au contraire, est-ce qu'on les laissera dormir, se reposer nos nuits? Alors, je ne suis pas devin, mais on peut attraper quelques signaux faibles. Ce qui me semble, c'est que moi, quand on a eu la fin du premier confinement, c'est vrai que je m'attendais à une explosion de joie dans les rues. Je suis sorti, j'étais à Grenoble à l'époque, et rien ou presque rien. Là, ce que je sens, c'est que la sortie, même si elle est progressive du confinement, la fin un peu progressive aussi du couvre-feu, je pense qu'il y a une tension, il y a une pression, donc il va y avoir un besoin de rencontre. On le sent partout, un besoin de rencontre, un besoin d'échange, donc avec une pression forte sur l'espace public qui devient l'espace central
de recomposition des villes. Ça va être l'espace où on va pouvoir expérimenter. On a vu la question des terrasses, on a vu et on a défendu la question de zones d'expérimentation. Il y a des municipalités qui vont accompagner ça. Paris le fait, d'autres villes. Donc il y a cette logique-là. Ce qui m'intéresserait, alors c'est peut-être un peu performatif, mais c'est qu'on puisse en faire vraiment mettre la nuit à l'agenda du jour. C'est-à-dire qu'on profite de ces interrogations, de cette réflexion un peu existentielle, de cette réflexion sur le rythme, avant, après, le futur, le passé, les vitesses, les accélérations et tout ce qui joue là, pour dire, oui, cette question de la nuit, il faut qu'on la réfléchisse. Donc, mettre en place des structures comme un conseil national de la nuit, où il puisse y avoir des chercheurs, des politiques, des techniciens, comme les conseils au niveau local, que dans les villes d'une certaine taille, on puisse mettre en place des conseils de la nuit pour discuter de cet espace et faire le choix du jusqu'où ne pas. Jusqu'où on ouvre, qu'est-ce qu'on ouvre, comment on expérimente. Et je crois que Et ça, c'est un sujet qui entre déjà dans les mairies, à Toulouse, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, oui, Toulouse a un conseil de la nuit qui va être réactivé. Paris a un conseil de la nuit, a un élu, Frédéric Coquart, un responsable, Thierry Charlois, qui s'occupe des... Donc c'est quand même intéressant. Si on dit à des gens qui ne sont pas au fait de la question de la nuit, il y a l'équivalent d'un maire de nuit, disons un adjoint à la nuit, qu'il y a des équipes qui travaillent sur cette question transversale. Après, c'est combien de divisions ? La nuit, combien de divisions ? Je reprends cette fameuse formule. Et il me semble que là, on a un moyen peut-être de réinventer des choses et de servir pour la cohabitation de jour, en fait. Que ce qui peut se jouer là peut servir peut-être pour le jour, à condition qu'on fasse confiance. C'est-à-dire qu'on ait confiance en la nuit, qu'on ait confiance en ces acteurs. Quand on parle de la fête, par exemple, on parle de catharsis, le rôle de la fête, il est essentiel, mais la fête, c'est rarement n'importe quoi. Les fêtes, elles sont organisées, elles sont encadrées. Donc voilà, c'est Eros et Thanatos. Donc peut-être que c'est ce qui a été dit tout à l'heure par l'intervenant. Si juste peut-être se dire, oui, les nuits de demain, c'est ce qu'on en fera, et c'est ce qu'on en fera dans la confiance. Donc reconstruire la confiance, et c'est n'ayez pas peur. Merci beaucoup à vous. Merci mille fois, Luc Kwiatkowski, d'être venu nous parler de nos nuits et de vos nuits. Chez nous, les nuits, elles sont radiophoniques et radiogéniques grâce à Philippe Garby et aux nuits de France Culture, pour ceux qui aiment tendre l'oreille et réveiller peut-être aussi ce sens-là, tout particulièrement pendant leur nuit. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à La Grande Table des idées Jean Bulot, avec Anouk Delfino. Aujourd'hui, La Grande Table Culture, Oriane Delacroix et Henri Leblanc, avec l'aide toujours précieuse de Cathy Renaud et Valentine Alloin. À la réalisation Thomas Beau avec Audrey Guélil.